Y a-t-il des opportunités d'investissement sur les small caps françaises en ce mois d'août 2025? C'est ce qu'on regarde ensemble, ce qu'on va regarder ensemble, ce qu'on va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue de scanner la côte française avec toujours des opportunités. Alors, on s'était arrêté à SMCP. Inventiva, on va la mettre de côté. C'est une biotech. Moi, je déconseille de toucher à ce segment. Groupe SAMC, on va prendre Malterie franco-belge, Jacques Metals, EPC Group, donc fiduciaire real estate, ça c'est du immobilier, rate, plutôt les cas. Donc EPC Group on prend, Unibail on prend, patrimoine et commerce, c'est de la rate, on met de côté. Boiron, on va prendre la foncière, hop, de côté. Delta Plus Group, ça on prend. Viridien, on prend. Et Marie Brisa, et on va prendre aussi Roche Beaubois. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. On est ici. Alors, les colonnes de cette watchlist, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise ici, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, on l'a pas en euros dans cet écran, malheureusement. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation par rapport, donc en valeur d'entreprise sur EBITDA, en ratio coût-bénéfice et en ratio court free cash flow. Le type de valorisation par rapport aux actifs tangibles, ça va être intéressant ici pour Jacques Metals. Le rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité opérationnelle. On a aussi le rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les groupes financiers, mais on n'en a pas ici. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, ratio. Alors, le rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio, la proportion de bénéfice net versé en dividende. Il faut se rappeler que le dividende est payé par les free cash flow, donc il faut comparer ces free cash flow au bénéfice net pour que ce payout ratio ait un sens. Première entreprise de la liste, c'est SAMC. Donc, ils font de la distribution, de la négoce en outillage et matériaux de construction. Donc assez lié quand même au cycle résidentiel en France, plutôt en Berne. Donc ils ont l'air de bien résister quand même. On est sur 580 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 9 en VE sur EBITDA, 22 en PE, 8 en price to free cash flow. Je trouve que c'est pas si cher payé. En valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas si cher payé. Il y a quand même un fonds de croissance. Maintenant, c'est pas value. Je trouve que c'est un peu cher payé pour la value, mais c'est pas si cher payé. Sinon, point de vue croissance, mais la rentabilité est plutôt faible. Donc je reviens un peu sur ce que je dis. C'est plutôt un peu cher payé parce que la croissance est correcte, d'accord, mais la rentabilité est plutôt faible. On est à 3%, 3,4% vraiment les capitaux investis. C'est pas très, très élevé. Beaucoup de dettes. Une fois les bidas net, bon, comme ils font du retail, de la vente au détail, il doit y avoir du loyer là-dedans. Donc il faut toujours prendre en considération la dette hors loyer parce que c'est pas de l'endettement, malheureusement. La dette, même si les normes IFRS 16 comptent la dette des obligations locatives dans l'endettement net. Donc il faut regarder quand même ce point-là. 5,5% de rendement du dividende, c'est assez lourd comme dividende, plutôt intéressant. Et c'est soutenable parce que même si on a un payout ratio à 132%, les free cash flow sont sont 2 fois et demi plus élevés que les bénéfices nets. Donc c'est soutenable quand même ce dividende. Bon, voilà, c'est un petit peu cher payé, je trouve. Il y a le dividende quand même comme point positif, mais sinon c'est un petit peu cher payé pour la croissance et la rentabilité qu'on a sur ce dossier. Malterie franco-belge, comme son nom l'indique, c'est un ensemble, un regroupement de malteries. Donc plutôt, alors ça va être quand même de la consommation discrétionnaire, ce qui est alcool. Bon, c'est 516 millions de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Plutôt une bonne croissance quand même. 9 en VE sur EBITDA, 12 en PE. Alors les free cash flow sont impactés à mon avis par une dépense en capital élevée. On est toujours on est là sur une boîte qui fait de la croissance organique et donc qui a de la dépense en capital, ce qui est parfaitement normal. Donc ça impacte les free cash flow. Mais si on regarde en PE, on est à 12 et 9 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. Attention que la rentabilité également est faible ici, mais ils ont un bon rendement des fonds propres. Donc ça, je pense savoir d'où ça vient. Même si la rentabilité opérationnelle est plutôt faible, ils ont des participations mises en équivalence qui viennent et dont les résultats viennent gonfler le résultat financier. Donc ça donne un bon rendement les fonds propres. En réalité, c'est une entreprise qui est quand même bien rentable, surtout qu'il n'y a pas de dette. Donc c'est un rendement des fonds propres obtenu sans dette. Plutôt pas mal, cash net. Du coup, on est à 0,4% de rendement du dividende avec un payout ratio qui est à 4%, sauf que en termes de cash flow, c'est beaucoup plus bas que ça. Donc en fait, en réalité, le payout ratio est plutôt élevé, mais reste soutenable. Et bon, le dividende n'est pas très intéressant de toute façon sur cette entreprise. En réalité, je pense que c'est une entreprise de croissance à prix raisonnable. Donc ça peut se regarder, Malterie franco-belge. Pourquoi pas, mais aussi intéressant.
Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Jacques Metals. Donc, pour les habitués de la chaîne, vous savez de quoi je parle. Je l'ai en portefeuille. On l'a suit depuis longtemps, hein, sur la chaîne. Donc, je vous renvoie vers la playlist dédiée sur Jacques Metals pour avoir toutes les infos. Distributeur d'acier spécial, diversifié, donc pas mal en Allemagne, pas mal en France également, mais aussi aux États-Unis. Donc pour l'instant, l'Allemagne et la France, hein, c'est plutôt en difficulté. Le problème, c'est que l'Europe est inondée d'acier chinois à bas coût. Donc il y a un catalyseur potentiel. Bon, une reprise de l'activité, ça évidemment, ça aidera l'entreprise, mais également des éventuels droits de douane décidés par la Commission européenne qui pourraient aider toute la chaîne de valeur de l'acier. Donc ça serait le cas aussi pour Jacques Metals. Même si on est en bas de cycle, c'est excellemment géré, hein, Jacques Metals. Bon, allez, quasiment 500 millions de dollars de market cap, 4,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais c'est hyper cyclique. Donc, en fait, c'est pas 4% chaque année, hein. Vous avez des années à 10, des années à 0. Enfin bref, c'est très volatile. 8 en VE sur EBITDA, 85 en PE, 10 en price to cash flow. Où est la vérité? Alors, l'EBITDA est cycliquement bas actuellement, parce qu'on est en bas de cycle. On est sur un free cash flow en moins de 10, un price free cash flow en moins de 10. Ils ont très bien géré le bas de cycle et très bien géré les stocks. Donc ils ont une variation négative du BFR. Ça c'est très bien. Donc ça fait gonfler le cash flow opérationnel. Il n'y a pas une énorme dépense en capital. Donc ça fait aussi gonfler les free cash flow. Donc en fait, c'est Jacques Metals, c'est value parce que quand vous regardez, on est à 20% de décote sur actifs tangibles. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces actifs tangibles? Il y a des stocks d'acier. C'est un produit qui ne se périment pas, donc non périssables, donc ça se stocke. En revanche, le prix de l'acier fluctue, hein, donc on peut passer des provisions sur stock. Ils l'ont fait d'ailleurs. D'ailleurs, ces provisions, ils peuvent les récupérer si jamais le prix de l'acier se remet à monter. Donc ça évidemment, ça vient gonfler le résultat net. Et dans ces actifs tangibles, il y a également les entrepôts, hein. Ils possèdent pas mal d'entrepôts en propre, hein, donc ils ont pas mal d'immobilier également. Rentabilité très faible, 2% rendement des capitaux investis, même en termes financiers, le rendement il faut propre est très faible. C'est pas un souci, on est en bas de cycle et donc ces rentabilités sont faibles. Si vous regardez par contre, en termes de free cash flow, ils sont bien présents les free cash flow, hein. On a quasiment 10 fois plus de free cash flow que de bénéfice net. Donc il n'y a pas de problème sur Jacques Metals. On gère très bien le bas de cycle et quand ça repartira, ils seront très bien positionnés. Autre élément, c'est l'endettement. Il a l'air élevé, 2,7 fois l'EBITDA en dette nette, mais c'est parce que l'EBITDA est cycliquement bas. Et en termes de gearing, Jacques Metals, c'est autour de 30%, hein, donc dette nette sur capitaux propres. Donc il n'y a pas de sujet sur la dette en réalité. 1% de rendement du dividende, ça c'est plutôt symbolique, hein, parce que alors ils ont le moyen de le payer évidemment. En payout ratio, en fait, ils sont en termes de free cash flow, c'est assez bas, mais ça n'a pas intérêt. On est sur une entreprise cyclique, on n'y va pas pour le dividende, hein. Jacques Metals, moi je continue à apprécier le dossier. Je continue à viser un premier palier à 25 €. Mais je pense que je prendrai même pas partiellement mes bénéfices sur 25 € parce qu'une fois qu'on aura du momentum, je pense que ça ira un peu plus haut quand même. Donc je pense que je relèverai mon objectif de cours sur Jacques Metals. Donc pour moi, c'est toujours un bon timing. Ensuite, on est sur explosifs et produits chimiques, un spécialiste de les produits chimiques et les explosifs, quand son nom l'indique, 490 millions de dollars de market cap à la louche, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, il y a quand même une bonne croissance, 9 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 12 en price to cash flow. On va dire que c'est raisonnablement valorisé. Alors 6% de rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est intensif à capital comme activité, donc c'est plutôt convenable, on va dire. Mais il y a un bon rendement des fonds propres, hein, à 16%, donc avec un peu de levier, mais bon, quand même un bon rendement des fonds propres, donc il faut regarder comment c'est obtenu. Je pense que c'est pareil grâce à du résultat financier. Lui, 0,8% de rendement du dividende, un payout ratio à 9%, des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Ce dividende est soutenable, même s'il n'est pas très intéressant. Explosifs et produits chimiques, je pense que ça peut être un dossier intéressant. Vu le secteur d'activité, là, ils sont en bas de cycle. Peut-être que le timing n'est pas très bon. Il n'y a pas tant de marge de sécurité que ça. Peut-être qu'il faut atteindre un meilleur, des multiples un peu plus bas sur ce dossier. Bon, au cours actuel, c'est pas non plus très cher, hein, donc on peut, si on est intéressé par le dossier, c'est pas bête d'ouvrir une position à ce niveau-là, sans problème, hein. L'Uniburn, spécialiste des lasers, 470 millions de dollars de market cap, 13,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a une bonne croissance quand même, hein. 22 en VE sur l'IDA, 80 en PE, 40 en price to cash flow. Bon, les multiples sont quand même hyper élevés. La rentabilité est faible, 4% vraiment des capitaux investis. Donc c'est encore une boîte de croissance qui doit élever ses marges. Pour élever les marges dans un marché, il n'y a pas de mystère, il faut être leader du marché. Comme ça, on a les coûts les plus bas. Ça, c'est la théorie de la courbe d'expérience.
je vous renvoie vers les travaux du BCG, Boston Consulting Group, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Alors, donc rentabilité plutôt faible, un peu de dette quand même, hein, c'est normal, hein, on est peu rentable et il y a beaucoup de croissance. Donc pour financer cette croissance et la dépense en capital qui va avec, il faut s'endetter. Donc 2,4 fois les EBITDA net, c'est un petit peu élevé, je trouve, pas de dividende de verser, ce qui est normal. Bon, c'est un dossier de croissance sympathique, mais on est encore loin d'être très rentable. Donc ça vient avec du risque hein, quand même. Donc voilà, moi je suis plutôt à l'écart de ce genre de dossier. Quand on a de la croissance, si on veut que le dossier soit pas trop risqué, il faut un minimum de rentabilité. Ici, je pense que c'est pas le cas. Pas suffisamment en tout cas. Delta Plus Group, le spécialiste des équipements de protection individuelle, donc plutôt corrélé au cycle d'infrastructure et résidentielle en France. Donc en ce moment, c'est pas incroyable. Bon, l'entreprise résiste bien toutefois. On est à 447 millions de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a quand même un bon socle de croissance. 9 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 15 en price of cash flow. C'est pas value, c'est raisonnable, on va dire, comme valorisation. 8,5% de rendement du capital investi, bonne rentabilité à signaler ici, 2,4 fois les EBITDA en dette nette, c'est un petit peu lourd, pourquoi est-ce qu'ils ont la dette comme ça, vu qu'ils ont quand même une bonne rentabilité? Ils doivent faire des acquisitions, donc allez voir, mais je pense qu'ils font des acquisitions, c'est pour ça que la dette est montée un petit peu. 2% de rendement du dividende, avec un payout ratio à 30%, bon, c'est pas mal, sympathique. Donc Delta Plus, le seul élément que je vois un peu, c'est bon, le bas de cycle, et puis il y a aussi un peu la dette, mais bon, ça reste gérable à ce niveau. Bon, du coup, un dossier pas trop mal, il y a de la croissance quand même. Alors, waouh, là, c'est un business que je ne comprendrais pas. L'homéopathie, bon, et c'est encore remboursé par la sécurité sociale, mais je pense que ça va arrêter de l'être au bout d'un moment parce que, bah, d'une part, la sécurité sociale est plutôt en faillite en France. Et puis, l'homéopathie, je ne suis pas sûr que c'est soigné grand monde. Alors, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, pas étonnant. 5 en VE sur EBITDA, 36 en PE, 13 en price of free cash flow. C'est pas très cher. 10% rendement du capital investi, bonne rentabilité. C'est normal, on fait des médicaments avec de l'eau et du sucre. Cash net sur le dossier, 6% de rendement du dividende qui est soutenable à ce niveau puisque les free cash flow sont triple des bénéfices nets. Bon, quantitativement, c'est pas si mal hein, pour la décroissance, mais qualitativement, on ne peut pas aller sur ce genre de business, ça n'a pas d'avenir. Il faut revenir à la raison quand même. Viridia, on est sur l'ancien CGG, après moult redressements. Donc entreprise parapétrolière, ils aident les pétroliers à faire de l'exploration en vendant leur connaissance, leur logiciel également, pour la modélisation, pour la recherche en fait, d'actifs, de poches de gaz, de poches de pétrole, etc. Donc c'est quand même très corrélé à la dépense en capital des pétroliers. Cette dépense en capital, elle sera plus élevée si les prix du pétrole sont bas et plus basse si les prix du pétrole sont bas. Et ça veut dire que les parapétroliers comme Viridien, ils ont un bêta, c'est-à-dire qu'une sensibilité au marché, et là, une sensibilité au pétrole qui est plus élevée que les pétroliers encore. Hein, donc à prendre en considération. 414 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais sur les derniers exercices, ça s'améliore un petit peu. En tout cas, ça se paye rien du tout. 3 fois la valeur entreprise sur EBITDA. Alors, plus ça finit en PE, il n'y a pas de bénéfice net, mais ça, c'est une perte comptable. Si on regarde en free cash flow, il y en a 440 millions, c'est pas mal, hein, et on a moins d'une fois les free cash flow. Donc, honnêtement, c'est à la casse, hein, c'est gratuit hein, quasiment comme dossier. Si bien sûr, on maintient ce niveau de free cash flow, hein, attention. Et ce niveau d'EBITDA. Bon, 7,4% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. Maintenant, il pourrait faire plus parce que c'est pas intensif en capital comme activité, mais bon, c'est pas si mal. L'entreprise a vu pire. Il y a quand même encore beaucoup de dettes. Hein. 3,6 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, ça me fait penser que c'est quand même un peu risqué. C'est quand même très cyclique comme activité. Il y a quand même un peu de dette. Au-delà de 3 fois l'EBITDA, c'est un peu dangereux. Sur ce dossier, je pense que le timing est encore risqué. Même si on loupe je sais pas, une hausse de 30-40% sur Viridien, je pense qu'il vaut mieux la mettre de côté, attendre que l'endettement baisse. Une fois que l'endettement passera en dessous de 3 fois les l'EBITDA, là peut-être on pourra commencer à s'y réintéresser. Actuellement, c'est encore un peu dangereux. Même si ça s'améliore, hein, je reconnais que les métriques s'améliorent grandement. Donc à surveiller Viridien. Roche-Beaubois, on est sur les spécialistes du meuble. Bon, donc haut de cycle énorme en 2021, quand tout le monde a eu de l'argent. Donc les Français, dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent de l'immobilier. Et puis, dès qu'ils ont acheté de l'immobilier, ils achètent des meubles. Donc, super haut de cycle, on a surstocké. Enfin, on a passé, ouais, on a
acheté beaucoup de stocks et après on s'est retrouvé avec d'énormes stocks sur les bras, inévitablement quand le cycle s'est retourné. Et pour l'instant, donc c'est corrélé bien sûr à la dépense d'investissement en immobilier des ménages. Pour l'instant, c'est pas ouf, hein, donc Roche-Beaubois, attention au secteur d'activité, c'est très cyclique et pour l'instant, c'est plutôt compliqué comme cycle, hein. 410 millions de dollars de market cap, 8,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, sur ces 5 ans, il y a bien sûr un haut cycle énorme, hein, qui vient un peu gonfler ce chiffre. Dernièrement, c'est un peu moins glorieux. 8 en VE sur EBITDA, 26 en PE, 9 en prêt sur free cash flow. Ça reste raisonnablement valorisé, hein. C'est pas très cher, mais c'est normal, hein, vu que le cycle s'est retourné, le marché n'est pas aveugle, hein, donc il a vu que les perspectives n'étaient pas flambantes pour Roche-Beaubois. 6,3% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt moyen, mais correct, on va dire. C'est intensif en capital comme métier. On a une bonne rentabilité, hein, 16% de rendement des fonds propres, c'est plutôt pas mal, hein, donc voilà, on compense. Alors il y a un peu de levier, 2,3 fois les l'EBITDA en net net. Donc ça, c'est un petit peu élevé, surtout en bas de cycle, hein, donc méfiance quand même. 3,6% de rendement du dividende, soutenable via le free cash flow. Bon, c'est pas un secteur sur lequel je pense qu'il est intéressant d'aller actuellement. Compliqué, compliqué. Il y a le bas de... Enfin, bon, moi, vous savez, je suis baissier sur l'immobilier. Je vois une continuation d'un cycle morose. Consommateur, c'est la consommation discrétionnaire, hein, donc le consommateur, malheureusement, il va couper sa dépense si ça se passe mal en France. Donc voilà, plutôt à l'écart. Marie Blizzard, on est sur un spécialiste des spiritueux et du vin, et également ils font des sirops. Bon, c'est une petite boîte, hein, donc bon, vous savez, vous connaissez la chanson sur les marais spiritueux. C'est après le haut cycle énorme de post-déconfinement. On est venu ralentir énormément à cause de l'inflation en fait, hein. À partir de 2022, mi-2022, l'inflation a explosé. Bon, ben ça impacte tout de suite les consommateurs qui ont coupé leurs dépenses. Ça, c'est de la consommation non discrétionnaire. C'est la consommation discrétionnaire, pardon. Donc, hop, ils ont coupé. Surstockage, avec des taux d'intérêt en hausse, les coûts des stocks pèsent énormément. Donc, un BFR qui explose. Beaucoup de dettes. Alors, l'avantage de Marie Blizzard, c'est qu'ils n'ont pas de dettes, mais si vous regardez les Diageo, les Pernod Ricard, ils ont beaucoup de dettes. Ils sont là au-delà de 3 fois les EBITDA en dette nette, c'est beaucoup trop. Pareil pour les champagnes, hein. Vous regardez Laurent Perrier, beaucoup de dettes, donc attention. Ce secteur, pour l'instant, reste un peu en difficulté. Il y a eu un rebond dernièrement, ça s'améliore un petit peu. Je pense pas qu'on soit encore sorti de l'auberge. Bon, alors sur Marie Blizzard, 387 millions de dollars de market cap, 2,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas énorme, hein. Les multiples sont exorbitants. 22 en VO sur EBITDA, 39 en PO, 40 en price cash flow, rentabilité faible, hein, que ce soit rendement des capitaux investis ou rendement des fonds propres. Bon, cash net, ça c'est bien, pas de dividende de l'RC. Dans ce dossier n'est pas très intéressant, je pense. Bon, alors, dans la liste, je pense qu'en fonction de son profil, si vous faites de la value, on peut aller sur du Jacques Metals, sans problème. On peut aller sur du Viridien, mais ça reste dangereux à cause de l'endettement. Donc, quitte à laisser passer un peu de hausse, surveillez le désendettement et attendez un petit peu, je pense. En croissance à prix raisonnable, Delta Plus, c'est pas mal. Malterie franco-belge, c'est bien. SAMC, c'est pas mal aussi. EPC, c'est pas mal aussi. Ouais, donc il y a un peu des dossiers sympathiques, hein. Uniburn, je pense que la rentabilité est trop faible pour que ça soit intéressant. Delta Plus, croissance à prix raisonnable. Boiron, je pense que c'est mort, hein, leur business model. Maintenant, c'est une boîte qui va être gérée en liquidation. Et les autres, je pense que ça sera plutôt à l'écart. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.